Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Caroline qui va nous parler d'événements assez incroyables qui se sont passés dans sa jeunesse, des contacts qu'elle a eus avec l'invisible, mais aussi comment elle a réussi à se guérir seule après un accident de danse. Elle nous parlera aussi de sa pratique d'une méthode énergétique peu connue, appelée la reconnexion et le reconnective healing. Bonjour Caroline. Bonjour Raphaël. Bienvenue dans ce podcast. Je vais commencer par te demander de te présenter en quelques mots. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Je suis Caroline Lagouge, je suis danseuse et praticienne du reconnective healing et de la reconnexion et aussi instructrice. Donc je peux accompagner les personnes à devenir autonomes et même praticiennes de cette modalité énergétique sans contact. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours pour arriver à où tu en es aujourd'hui, pour arriver à tout ça. Et surtout de ta connexion à la spiritualité, ta connexion à ailleurs, ce qui se passe dans les plans subtils, dans l'invisible, tout ça. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là en toi ou est-ce qu'il y a eu une reconnexion pour toi à un moment donné? Quand je suis née, en fait, j'ai souri tout de suite à mes parents et ma maman me l'a confirmé. Donc déjà, le point de départ, je le trouvais sympa. Et en fait, j'ai retrouvé aussi que très rapidement, j'étais très déçue. Et je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi, en fait. Je ne comprenais pas qu'il y ait si peu d'amour véritable. Cette histoire de faire ses preuves, d'être gentil pour être aimé, etc. En fait, j'avais du mal à vivre avec ça. Et donc, j'étais une petite fille qui avait vraiment besoin de se retrouver dans un espace sécure à ce niveau-là, avec la connexion d'amour. Et je l'ai trouvée rapidement, toute petite, dans les églises, en fait, ou dans les temples, enfin dans les lieux où les gens se posent avec la prière ou la méditation. Et je me souviens, toute petite, tirer la manche de mon père pour entrer dans une église qui était là, et pour prendre un temps de silence et me recueillir, alors que j'avais pas 3 ans, quoi. Qu'est-ce que tu allais chercher à nourrir dans ce rapport-là? Eh ben, je voulais soigner ma souffrance, en fait, parce que moi, je souffrais du manque d'amour, en fait. Non pas que mes parents étaient pas gentils, enfin, ils étaient pleins d'amour, ils m'aimaient beaucoup, mais à leur manière. C'est-à-dire que moi, je ne m'y retrouvais pas dans la manière dont ils exprimaient leur amour. C'était des récompenses, c'était t'es belle si t'es gentil si tu fais ça. Et on t'aime, quoi. Tu fais quelque chose qui ne nous convient pas, donc t'es vilaine, donc on t'aime pas. Enfin, Et en fait, ça, c'est assassin pour un petit enfant qui est en connexion avec la source. Donc il a plusieurs stratégies. Il a une stratégie qui est de fermer et de se dire bon, je vais me débrouiller tout seul pour trouver mon chemin. Et l'amour auquel qui est l'amour absolu, il a la possibilité de se renfermer complètement et de devenir autiste, par exemple, aussi. Ça peut être une des possibilités. Il a aussi la possibilité d'être très en colère et d'être un enfant terrible qui embête tout le monde, qui est toujours en train d'attirer l'attention pour de l'amour, parce que voilà, il a besoin d'être entendu, remarqué. Donc moi, enfant, je suis venue
J'ai grandi avec cette insatisfaction. Et puis chemin faisant, à 9 ans, dans mon parcours, je peux parler de ça, de ma connexion avec l'invisible. Oui, bien sûr. En fait, à 9 ans, j'étais en colonie de vacances à 500 km de mon grand-père. Et quand mon grand-père est mort, dans la nuit, en fait, il m'a réveillée. Il s'est présenté à moi physiquement sous une forme, je le reconnaissais. C'était pas vraiment lui en physique, mais je reconnaissais mon grand-père. Et il m'a dit, Caroline, je te dis au revoir, je m'en vais. Et voilà, je m'en vais de la terre, quoi. Genre, j'ai plus ces mots exacts, mais l'impression était très forte et très réelle. Et là, j'ai vraiment... voilà, je savais que c'était vrai. Donc, j'en ai informé les moniteurs de la colonie de vacances qui m'ont dit « T'as fait un cauchemar, recouche-toi, tout va bien ». Moi, je savais intimement que c'était vrai, en fait. Et ça s'est avéré vrai. Et ça a été vraiment un point important comme un héritage. C'est-à-dire, oui, Caroline, il y a des choses qui sont autres, qui existent. Et voilà, c'est comme les petits cailloux du petit poucet. Voilà. Donc, je me manifeste à toi. Et comme ça, tu as cette petite piste en toi. Et tu sais, en fait. Et tu sais, en fait. Voilà. C'était comme un cadeau de mon grand-père, quoi. Voilà. Et j'ai une preuve que c'est pas quelque chose qui est réservé à certains aussi. C'est-à-dire que dans le monde catholique dans lequel j'étais, quand je faisais mon catéchisme, c'est les curés qui avaient le droit d'avoir une connexion avec Dieu ou avec le surnaturel. C'était, enfin voilà. Et en fait, les enfants, ils avaient juste le droit de se confesser, d'être coupables, d'avoir voilà, des choses comme ça. Et de faire des bêtises, etc. Mais on ne leur reconnaît pas leur dimension spirituelle, ce qui est une grosse erreur, parce que après, j'ai vraiment pu confirmer par mes recherches et mon exploration qu'en fait, les enfants, c'est des êtres spirituels qui viennent en incarnation. Et après, on nous renverse la chose en disant « Non, t'es un humain qui veut devenir un être spirituel. » Mais en fait... à l'origine, on est un être spirituel qui vient en incarnation. Et là, c'était comme ponctuer ça. Et j'ai gardé ce fil avec moi comme un trésor Oui, comme les cailloux du petit poucet. J'ai mes petits cailloux pour revenir. Je sais que c'est juste. Et ça m'a bien accompagnée parce que l'environnement, c'était plutôt, écoute... c'est un hasard, c'est ce que tu as cru, mais enfin, ça n'a pas été entendu vraiment. Dans ta famille ? Oui, dans ma famille, aux personnes à qui je l'ai raconté. Enfin, c'est quelque chose qui n'était pas... Donc, dans ce cas-là, j'ai pris l'habitude, moi, de ne pas trop raconter, en fait, ce qui se passait pour moi à d'autres niveaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après cette découverte à l'âge de 9 ans, cette preuve ? Eh bien, j'ai traversé l'adolescence avec ce trésor en moi. Et puis aussi le trésor d'être accompagnée par une petite voix intérieure bien vivante qui prenait soin de moi, qui était notamment par rapport à... Moi, j'avais des amis qui étaient pas mal drogués quand même. Et j'avais une petite voix qui me disait « Non, toi, il ne faut pas que tu touches ». Et effectivement, à 17 ans, je prévoyais d'aller en biologie dans mes études, sauf qu'en fait, à 17 ans, je me suis renversée par une voiture
Et dans l'envol, c'est-à-dire le vol plané qui normalement doit durer 1 seconde, j'imagine, ou 2 secondes maximum. Enfin bon, je sais que je suis montée haut parce que c'était violent et j'ai vraiment fait un vol. Mais quand même, ça ne devait pas être très très long. Pourtant, j'ai vu vraiment défiler ma vie. Et même le temps de me dire « Ah, je vais mourir, c'est dommage, j'ai pas dit au revoir. » Le premier truc auquel tu as pensé, quoi. Ouais. Et donc, j'arrive et en fait, je m'aperçois que je suis vivante. Et alors là, je rigole. Je rigole, donc, parce que juste avant, je disais « Ah bah zut, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. » Et donc, voilà, j'ai tellement ri que les pompiers pensaient que j'avais vraiment pris un coup sur la tête au niveau neurone. Mais bon, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Je sentais plus mon corps à partir de la moitié du dos, tout le bas du corps. Donc, a priori, j'avais l'air comme ça d'être handicapée. En tout cas, ils m'emmènent à l'hôpital, ils essayent de me rassurer. Moi, j'étais hyper emballée parce que j'avais déjà plein de projets. En quelques secondes, je m'étais vue faire le tour du monde en autostop sur un fauteuil roulant, et c'était OK. Je m'étais vue faire des sports que peuvent faire les handicapés, et c'était chouette. Enfin voilà, je repartais, quoi. J'avais une énergie de dingue. J'étais heureuse de continuer l'aventure de la vie, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça chouette, que c'était comme un clin d'œil que m'avait donné la vie, de croire que j'allais mourir. Ben non, tu vas pas mourir, et maintenant, allez. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, exactement. Et du coup, j'étais vraiment... Je rigolais très, très... énormément, quoi. J'étais très... très hilar, dans le sens... vraiment premier, quoi. C'était la vie qui me traversait, en fait. C'était un rire de vraiment de la vie qui me traversait. Et je pense que ce rire, enfin, c'est mon sentiment, m'a guéri. Dans le sens où, arrivé à l'hôpital, les médecins étaient catastrophés parce que, apparemment, avec tous les réflexes, les trucs, enfin, tout l'examen clinique, j'étais handicapée, quoi. J'avais un problème sérieux. Et puis, en fait, au bout de quelques heures, quelques manipulations à la radio, à un moment donné, je retrouve la sensation du bas du corps et des jambes. Et là, je dis, écoutez, je crois que c'est bon. Je crois que je suis guérie. Donc au début, ils m'ont dit, vous savez, c'est pas comme ça que... Non, je dis pour de vrai, quoi. Je sens mes jambes et tout ça. Et ils n'en revenaient pas parce qu'ils avaient fait des radios et apparemment, ça confirmait, quoi. Moi, j'ai jamais eu ces radios-là. Mais ils comprenaient pas, quoi. Et en fait, j'ai retrouvé mes jambes très, très rapidement. Et puis 1 heure après, j'étais dehors dans la rue en train d'appeler un taxi, quoi. Incroyable. L'hôpital l'avait appelé, mais voilà. Et je montais dans un taxi pour rentrer chez mes parents. C'était... Et donc, en fait, ça a été un petit coucou quand tu crois que tu vas mourir et que finalement, tu ne meurs pas. La vie continue. Et la vie continue. Et en fait, à ce moment-là, c'était la question, mais alors, elle continue, alors tu fais quoi? Qu'est-ce qui est important dans ta vie, quoi? En fait, ça se pose direct. Et la chose importante, c'était de danser. C'est-à-dire qu'adolescente... je dansais énormément dans les soirées. Je me droguais pas, moi, mais alors par contre, il fallait pas s'approcher à moi de moins de 2 mètres parce qu'on pouvait se prendre une baffe à cause de ma danse, quoi, qui partait vraiment à fond. J'ai vraiment exploré le lâcher-prise, c'est-à-dire avoir confiance vraiment en ton centre, qui sait, tu vas pas te casser la figure, et le corps qui lâche et qui danse à fond, quoi. En fait, je me suis rendu compte après que ça avait été une vraie école de danse. D'une certaine manière, par rapport au travail de l'improvisation, dont je suis devenue spécialiste adulte. Donc, par rapport à se lâcher prise, en fait. Exactement. C'est-à-dire la confiance dans le rien, la confiance dans le corps qui sait, la confiance dans... Voilà. Donc, à 17 ans, voilà, je danse. Et puis en dansant, je commence à avoir des accidents parce que j'ai des ligaments trop lâche, en fait, au niveau des articulations. Et donc, je rentre dans ma passion, je rentre dans une école de danse professionnelle. Et puis, voilà, je me fais des accidents graves où je suis condamnée par la médecine à boiter, par exemple. Et on me dit, alors que j'étais juste dans les 6 derniers mois de mes études,
On me dit, en fait, il va falloir changer de métier parce que vous ne pourrez plus danser, vous allez boiter toute votre vie, vous allez avoir mal, etc. Ça, c'est suite à un accident que tu t'es fait pendant les cours de danse. Non, c'était dans une aventure où j'ai accepté de danser à 2h du matin non échauffé pour montrer à des personnes qui étaient en casting ce qu'on leur demandait de faire en lâcher prise. Et c'est là que c'est apparu. Ouais. J'étais pas échauffée, j'étais pas chaude et j'y suis allée à fond comme je fais toujours. Et c'était une erreur. J'aurais pas dû accepter tout simplement. C'était pas le moment pour faire ça. Et si bien que je me suis fait une vraie luxation de la hanche, c'est-à-dire que c'est sorti et rentré, ce qui est rare parce qu'il y a une force phénoménale pour que ça puisse se faire. Mais comme il y a les ligaments qui sont très très longs, ça a pu se faire. Et ça a déchiré en fait toute cette zone de manière grave. Et c'est pour ça qu'ils me condamnaient à boiter, quoi. Et je suis arrivée là-bas avec une jambe morte, en fait. Elle traînait, ma jambe. Ouais. Je suis vraiment arrivée sur un pied avec une jambe qui traînait, quoi. J'avais plus du tout accès à la jambe. Et quand ils t'ont dit ça, quand ils t'ont dit que tu pourrais plus danser, t'as réagi comment ? Eh ben, en fait, j'ai fait un bras d'honneur, en fait. J'avais à peine 22 ans, j'avais pas encore 22 ans. Je leur ai dit, c'est ça, oui. Comptez sur moi, non, mais sûrement pas. Moi, je veux danser, donc je danserai, et puis voilà. Et donc, je suis rentrée chez moi, chez mes parents à ce moment-là, avec l'idée d'utiliser un bouquin que j'étais en train de lire, qui s'appelait « Les fantastiques facultés du cerveau », qui raconte comment, en URSS, il faisait pour entraîner les skieurs, comment il faisait pour entraîner les skieurs à avoir de meilleurs résultats. Donc, il les mettait en relaxation, et puis mentalement, ils avaient toute une technique pour induire mentalement les portes à traverser de ski, le tempo, le timing, etc. Bon, et puis en fait, à chaque fois, avant de monter sur les skis, il fallait qu'il passe toutes les portes mentalement sans tomber, et puis faire un meilleur temps. Voilà. Et après, monter sur les skis, puis voilà, c'est comme ça qu'ils avançaient petit à petit. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. Je demande à mon père un magnétophone à cassette à l'époque. Et puis, je commence à enregistrer sur toute la cassette, des cycles de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme ça, qui se répétaient, et où il y avait inspire, retiens, expire, retiens, enfin voilà. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de phases avec les 4 temps de la respiration, comme en tai chi, après j'ai retrouvé. Et en fait, pendant ces phases-là, en fait, l'inspiration, en conscience, je me suis fait toute une technique personnelle pour réparer ma hanche, en fait. Et toutes les subtilités des muscles, des ligaments, des tendons, enfin tout ça parce que j'avais mes planches anatomiques avec moi puisque j'étais à la fin de mes études, j'étais assez affûtée au niveau anatomie. Et puis voilà, j'ai pris chaque muscle, chaque tendon et consciencieusement, j'ai inspiré, j'ai amené l'oxygène pour réparer. Ensuite, je prenais les toxines et je les expirais. Enfin voilà, et je faisais ça en conscience, mais toute la journée, j'avais que ça à faire, j'étais alitée de toute manière. Je ne pouvais pas marcher. Donc, j'ai vraiment, je me suis donné, et un mois après, j'étais debout et je marchais. Incroyable. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là, en voyant ce qui se passait, quoi, ce que les médecins t'avaient dit, ce que tu as mis en place avec la respiration, et du fait qu'au bout d'un mois, c'était bon ? Eh bien, en fait, je me suis dit, OK, donc ce que disent les médecins, c'est sans doute très bien, mais en fait, ils ne savent pas tout. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Ils savent une partie des choses, mais ils savent loin. Voilà. Parce que moi, j'étais juste une jeune femme de 21 ans
qui avait essayé un truc, quoi, qui s'était aventuré dans une expérience à jouer avec le mental, en fait. Hein. Donc, je me considérais pas du tout comme une personne spéciale. C'était juste, donc je me dis, ok, si moi, j'ai réussi à redresser la barre pour mon corps, c'est que vraiment, ils savent pas tout, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment... j'ai pu lâcher ça, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai fait à la fois une carrière artistique et à la fois une carrière enfin, c'était moins une carrière, c'était plus du développement personnel, on va appeler ça comme ça, où j'ai exploré de nombreuses choses au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau, voilà, tous ces strates, en fait, de la personnalité que j'ai visité en faisant beaucoup de choses différentes qui allaient de la psychologie que j'avais commencé déjà à explorer quand j'étais ado parce que ma maman était psychosociologue et donc ado j'aimais pas lire mais par contre j'aimais les bouquins de psycho et du coup j'avais bien commencé à explorer donc la philosophie j'adorais ça donc voilà j'étais plutôt dans ce registre là et j'ai étudié avec aussi des médecins, avec des ostéopathes, enfin un en particulier, pour apprendre hein, tout simplement, apprendre avec les choses simples et directes. Hein, c'est ça qui était important pour moi toujours. Donc j'ai exploré voilà, ce qui venait de l'expérience et de beaucoup de cultures différentes aussi. Par exemple, les corps énergétiques, comment ça fonctionne autour de nous. On parle d'une manière commune de l'aura des gens, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi des corps énergétiques ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, si on se rapproche simplement de ce qu'a dit Einstein, en fait, tout est énergie. En fait, hein, toi, tu es de l'énergie, les personnes qui écoutent sont de l'énergie, moi, je suis de l'énergie. Entre nous, il y a de l'énergie, Ouais. mais c'est juste qu'il y a des densités différentes. On est tous espaces avec des vibrations différentes, en fait. Et donc ça, il y a des tas de médecines qui sont liées à ça, hein, au niveau des corps énergétiques, au niveau des chakras, au niveau de... Enfin, donc j'ai exploré un tas de choses comme ça. Tu allais nourrir cette curiosité que tu Ouais. avais. Comment tu es arrivé à cette rencontre qui a changé ta vie avec le Reconnective Healing? J'allais encore me former à une modalité énergétique et j'étais accueillie pour la nuit du samedi-dimanche chez une personne qui a laissé négligemment traîner le livre La Reconnexion de Eric Pearl sur son canapé. Et en fait, quand je suis arrivée dans son salon, mon corps s'est orienté vers ce livre, l'a vu et a reconnu une fréquence que j'avais déjà expérimentée d'éveil. Et là, je me suis dit tout de suite, dans ma tête, ça a été « Ah, je suis là pour rencontrer ce livre, maintenant c'est de ça dont il s'agit dans ma vie. » T'as capté tout de suite. Tout de suite. Ouais, t'as senti un appel de la maison, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais, c'est bien dit ça. C'est bien dit, c'est vraiment ça. Et je ne me suis pas trompée, c'est-à-dire que j'ai reçu 3 Reconnective Healing qui sont des rééquilibrages énergétiques sans toucher par un praticien certifié. J'ai reçu aussi la reconnexion personnelle qui est un accélérateur du chemin de vie. En fait, ça nous ramène à la vibration de quand on arrive de naissance, qu'on est vraiment connecté à sa source et ce pourquoi on est là, en fait. Et donc, quand on fait sa reconnexion personnelle, qui est seulement une fois dans la vie, il n'y a pas besoin de le faire 2 fois. Une fois qu'on est reconnecté, on est reconnecté. En fait, vont se réaligner les choses qui te concernent. Parce que tu vibres. C'est mécanique, hein, c'est pas... ça a l'air d'être perché comme ça, mais en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire, si tu vibres quelque chose, tu vas résonner avec des choses qui vibrent, qui accueillent cette vibration. D'accord ? Hein ? Et bien là, c'est la même chose. Donc, les choses qui te concernent vont venir vers toi. Et là, en fait, donc, je fais ma reconnexion personnelle. Et puis, comme pour moi, c'était clair, tout ça, je
la formation professionnelle était 3 mois après à Paris. Et ben, je me suis inscrite. Et là, je me suis sentie à la maison complètement. Et du coup, tout de suite, j'ai voulu faire du bénévolat pour savoir comment ça se passait dans les coulisses de cette société. Parce que bon, c'est une chose de se sentir à la maison. Après, il faut voir comment c'est orchestré par les humains. Ouais. Voilà. Là-dessus, tu t'y retrouves aussi. Avant que tu continues à nous raconter un peu ce qui s'est passé, j'ai plusieurs questions. Parce que tu parles de... donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est le reconnective healing. Que moi, quand je t'en ai parlé tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, je t'ai dit, est-ce qu'on peut dire que c'est la reconnexion à l'âme ? Et là, tu parles de reconnexion personnelle. Donc, est-ce que tout ça, déjà, on parle de la même chose ? Est-ce que c'est différents termes pour parler du même phénomène ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, quand on arrive, on est un être spirituel qui s'incarne. Cette connexion avec la culture familiale, sociétale, en fait, elle bouge plus ou moins. D'accord ? On s'écarte plus ou moins de ce qu'on est, parce qu'il a fallu participer à la société, être accepté par cette société. Donc il y a des choses dont on s'est écarté qui sont fondamentales pour nous, ou pas, moins fondamentales. Donc ça, c'est une première chose. Donc le chemin de vie, quand je parle de chemin de vie, c'est retrouver ce pourquoi on est venu, en fait. Et donc, l'expérience de l'âme. C'est-à-dire que l'être spirituel qui vient s'incarner, c'est l'âme. L'âme choisit une matrice, une maman, et un papa, et puis va s'incarner. Et donc, cette âme, on l'écoute plus ou moins. Donc, cette connexion, évidemment, elle est super importante parce que c'est ce qui va faire qu'on est à sa place, comme on dit, communément, ou pas. C'est une manière de voir les choses, en tout cas. Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de personnes, et moi-même y compris dans le passé, où en fait, tu comprends pas vraiment pourquoi, mais tu ne te sens pas à ta place. C'est ça. Et il y a un mal-être qui est inexplicable. Et c'est qu'en fait, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est qu'on a oublié qui on était vraiment. Parce que c'est ce que tu disais, la condition familiale, sociétale, être accepté par les gens, être accepté dans la société, être accepté dans le boulot. Et c'est compliqué. Exactement. Et donc ça, c'est une chose. Hein. Donc, effectivement, vivre avec son âme, c'est vraiment que cette âme, en fait, elle soit bien ancrée dans notre corps. Et justement, une des choses qui revient dans les débriefings de Reconnective Healing, c'est l'ancrage. Il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui sont capables de nommer tiens, je me sens plus dans mes pieds, où j'ai de l'ancrage que je n'avais pas tout à l'heure, où je sens mes jambes. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que déjà, le Reconnective Healing, on sait que ça va ancrer l'âme davantage. Ça, c'est sûr. Ce qu'on appelle reconnexion, donc j'ai envie de dire, ça, c'est une partie finalement de la reconnexion. Parce que la reconnexion, c'est retrouver la conscience de l'unité, c'est-à-dire de la non-séparation. C'est-à-dire que du fait qu'on est dans un monde matériel, il y a des objets, il y a des personnes qui ont leurs propriétés, chacune et chacun, et des densités, comme on disait tout à l'heure, différentes. Et par conséquent, la notion de séparation, elle est vite arrivée, surtout si on est séparé de soi-même, c'est-à-dire si la persona et l'âme ne sont pas totalement dans le même ancrage, on se sent d'autant plus séparé
de la personne qui est en face de nous, des objets, des animaux, des plantes. Et la reconnexion, c'est aussi la reconnexion au grand tout, en fait, à l'univers, à l'information de vie qui est là, l'intelligence de vie qui est là, qui est juste dans nos cellules, en fait. Et à quoi ça amène la personne, du coup, concrètement, de se reconnecter au-delà de la reconnexion, mais ça amène de la conscience, et pas des moindres, parce que quand tu es plus séparé, c'est une conscience d'amour, en fait. Si tu n'es plus séparé, si tu vis cette non-séparation, tu peux plus envisager de faire mal à l'autre, puisque c'est toi, l'autre. En fait, toi et l'autre, on n'est pas séparés. Donc, tu peux plus envisager de blesser, tu as juste envie de prendre soin. On est dans l'espace d'amour absolu. On n'est plus dans le non-amour absolu, c'est la séparation, en fait. Si je veux aller comme ça, direct. Et on est dans de la lumière, donc on a beaucoup de paix intérieure qui se pose jour après jour. C'est de l'amour, et donc l'amour qui rassure, qui donne de la paix intérieure, c'est les grands bras confortables du gros nounours univers. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu te retrouves... Et il y a vraiment quelque chose d'apaisé, parce qu'on retourne à la maison. Quand on forme les gens, on ne leur dit pas vous allez apprendre quelque chose. On leur dit vous allez retrouver. Ouais. Tu retournes à la source. Là, voilà. Vous allez retrouver votre vraie nature, parce que nous sommes tous de cette nature en potentiel. Oui, bien sûr. C'est beau. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe ? Enfin, déjà, comment ça se passe un soin ? T'appelles ça un soin ou une séance ou une session de reconnective healing ? Ça dure combien de temps ? Comment ça se passe ? Une séance de reconnective healing, donc de rééquilibrage, ça dure 30 minutes sur la table. Et le praticien, en général, accueille les gens 1 heure ou 1h30, ou 1h30. La séance peut être vraiment pratiquée par quelqu'un qui n'est pas psychologue, c'est-à-dire que le praticien de reconnective healing n'est pas un thérapeute. Il n'a pas la formation de thérapeute. C'est une formation qui est très très courte, qui est 8 heures en ligne et un week-end, parce que c'est une transmission. Il y a beaucoup de psychologues qui se forment au Reconnective Healing, donc ils peuvent accueillir les gens, écouter, être l'oreille dont ils ont besoin, s'ils ont besoin de déposer des choses. Et puis, mais c'est pas nécessaire, en fait. Le Reconnective Healing, le praticien, moins il en sait, mieux c'est. Alors ça, c'est une notion aussi dont on n'a pas l'habitude, parce que il n'y a pas d'intention. Et il ne faut pas qu'il y ait d'intention. C'est-à-dire que le praticien, il a accès à un espace où il n'y a plus les mots, on est au-delà du mental. Et si on retourne dans le mental, on va revenir au bien et au mal, c'est-à-dire il y a des choses à guérir, il y a des choses qui sont bien. Alors nous, on n'est plus à cet endroit-là. Le praticien, il est dans le champ du point zéro où les énergies négatives et positives s'équilibrent. Et donc, la porte qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre sur l'illimité, à perte de vue, où tout est possible comme guérison. Quand je dis tout est possible, on a vu des choses qui sont incompréhensibles pour la médecine. Donc, tu peux nous donner des exemples ? Par exemple, moi j'ai donné 3 reconnective healing 3 jours de suite à une personne qui est rentrée à l'hôpital parce qu'elle souffrait tellement qu'elle avait besoin de morphine. Et elle était en stade terminal de cancer. Quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins pensaient qu'elle allait mourir dans les 24-48 heures. Et en fait, au bout de 3 jours, la personne n'avait plus mal, plus besoin de morphine. Ça, ils n'ont rien compris. Et elle est décédée 20 jours plus tard. Et elle est montée en conscience. Enfin, c'est pas du tout ce qui était prévu pour les médecins. Et ils n'ont toujours pas compris, je pense. Ouais. Si
le praticien pose une intention de guérison par rapport à un genou, à un dos, peu importe, un état émotionnel. En fait, il va réduire le champ, c'est-à-dire qu'il va orienter la séance sur une partie de la personne. Et en fait, avec son mental, il va descendre le taux vibratoire. Il ne sera plus dans le champ du point zéro parce qu'il y aura eu une intention, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'intention. Et c'est vraiment très important pour offrir la possibilité maximale de ce qui peut arriver à cette personne. C'est une interaction directe entre la personne et l'univers, l'intelligence de vie, l'amour absolu, la source. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que toi, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que tu es catalyseur, en fait. Tu fais le pont entre la source, l'univers, l'intelligence de vie et la personne. Ouais. Pour qu'elle se retrouve et se réaligne, on peut dire. Elle va se réaligner parce que les expériences ont montré que les chakras s'harmonisent, les champs... L'aura aussi, elle se développe et elle s'harmonise. Il y a une cohérence cardiaque entre l'encéphalogramme et le cœur qui s'harmonise. Enfin, oui, ça c'est sûr que ça se réaligne, ça c'est clair. Et surtout, comme le taux vibratoire de la personne monte pendant une séance, il y a des choses qui ne peuvent plus vivre quand le taux vibratoire change. Par exemple, des peurs. Plus le taux vibratoire monte, plus il y a des choses qui disparaissent, qui ne tiennent plus, en fait, qui ne s'accrochent plus. Les angoisses, les phobies, les addictions. Ça, on voit des clients qui n'ont même pas cherché à se débarrasser d'addiction et qui nous rapportent qu'ils ont arrêté de boire, ils ont arrêté de fumer des joints. Quand je dis fumer des joints, c'est pas un joint de temps en temps, c'est 10 joints par jour depuis 15 ans. C'est assez étonnant quand même. Et ou pareil, des grands consommateurs de cocaïne aussi qui arrêtent, des choses. Ouais, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que cette intelligence de vie, elle travaille à un endroit qui nous échappe parce que c'est pas notre logique, c'est la sienne. C'est bien dit. Voilà. Et donc les égos, ils ont une logique qui est celle d'humain, quoi. Donc elle est bien trop petite, notre logique, par rapport au plan de la vie. Il faut rester très humble sur ce qu'on croit être le bien pour une personne, en tout cas. Et là, on s'en remet, moi j'adore, on s'en remet à l'intelligence de vie, c'est juste magnifique, quoi. Et donc, oui, le praticien, il catalyse, c'est-à-dire comme en chimie, le catalyseur, c'est l'élément qui est nécessaire pour que l'expérience se fasse, mais qui n'intervient pas dans l'expérience. Mais sa présence est nécessaire. Donc, ce qui se passe entre la personne et l'univers, voilà, ça ne me regarde pas, je n'interfère pas. Mais par contre, voilà, je facilite l'accès. Et ouvre la porte. Voilà, exactement. Après, voilà, faut passer la porte et accueillir le changement, la vie. Et c'est ça, vraiment. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, en fait, pendant une séance? Comment tu peux expliquer ça? Pendant une séance de Reconnective Healing, les cellules se gorgent de lumière, les biophotons grossissent, le taux vibratoire de la personne monte et par conséquent, elle atteint un niveau de conscience qu'elle n'avait pas auparavant. En concret, après la séance, le taux vibratoire peut changer dans les jours qui viennent parce qu'elle travaille trop, parce qu'elle a une mauvaise nouvelle ou peu importe, ça peut changer. Le niveau de conscience, lui, par contre, il ne descendra jamais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, en fait, elle s'imprime et on ne peut pas dire après, on ne peut pas revenir en arrière.
Exemple, quand vous avez regardé la mer pour la première fois, après, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez jamais vu la mer. C'est imprégné, quoi. Vous êtes imbibé de... C'est une conscience, vous avez la conscience d'avoir vu la mer. Et ça, c'est pareil pour le niveau de conscience. Ça veut dire que, en termes de recul sur la vie, en termes d'aborder la vie, on n'aborde pas la vie avec la même conscience. C'est assez difficile à faire comprendre, mais ça fait partie de l'évolution, quoi. Vous voyez bien comment vous avez évolué depuis 10 ans, par exemple, et vous voyez bien que vous n'êtes pas pareil qu'il y a 10 ans, vous avez évolué dans votre conscience. Et en fait, quand on fait un reconnective healing, on fait un saut de conscience. Voilà, on pourrait dire ça. On appelle ça même un saut quantique, parce que ça peut être très rapide comme ça, comme un claquement de doigts. Voilà, c'est ce qui passe dans le corps, c'est ça. Il y a eu des expériences en laboratoire dans des universités américaines et aussi, je crois, en Russie. Ce que l'on sait, parce que c'est quelques expériences, c'est que dans le corps, les biophotons qui sont dans les cellules grossissent. Et ça, j'ai récemment un ami qui a acheté du matériel très sophistiqué pour refaire certaines expériences et qui l'a vérifié parce qu'il avait besoin de faire l'expérience lui-même. Donc, voilà. Donc, les biophotons, ils grossissent pendant la séance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, la personne, en fait, quand elle reçoit un reconnective healing, elle est plus lumineuse, déjà. Mais c'est pas une impression, c'est pour de vrai. Quelquefois, on dit « Oh, telle personne, elle est lumineuse. » C'est sûrement vrai, mais là c'est vrai, quoi. C'est mécanique. C'est-à-dire ça se voit au microscope. Quoi. Voilà, ça se voit avec le mécanisme. Donc, déjà, les biophotons grossissent. Et d'autres expériences ont montré que la lumière transporte l'information, de manière générale. Et que là, il y a de l'information qui transforme l'ADN. Alors là, moi, quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, ouais, les charries un petit peu quand même, faut pas exagérer de dire des choses pareilles. Ça me paraît un peu léger quand même, voilà. Et en fait, il y a eu des vraies expériences en fait, ils ont nommé ça parce que ce sont des expériences qui l'ont vérifié, quoi. Et là, voilà, c'est dans les laboratoires, quoi. Il n'y a pas eu d'intervention médicale, quoi. C'est vraiment une observation. Ouais. Et ça n'a pas été fait une fois, ça a été fait des dizaines et des dizaines de fois pour pouvoir valider cette information. Donc, on est dans un monde, ça y est, où le monde quantique est à la portée de tous. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, un ADN peut être transformé par l'intelligence de vie si on lui ouvre la porte, quoi. Ouais. Et alors, ce qui est le cadeau, c'est que ça, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que l'information que j'ai faite, dans la promo, on était 900, et il y avait toutes sortes de gens, quoi. Il y avait des ouvriers, à la base, qui étaient tombés sur le livre, qui s'est dit « mais c'est quoi ce truc ?» et qui ont pris leurs économies, qui se sont dit « mais je veux en savoir davantage ». Il y avait des scientifiques qui se sont dit « je vais aller vérifier par moi-même ». Il y avait des gens qui étaient déjà dans l'énergétique. Enfin, il y avait toutes sortes de gens. Sur 900 personnes, il y avait toutes sortes de gens. Des gens qui... Et en fait, on est tous bluffés parce qu'il y a des guérisons. Et je ne devrais pas utiliser ce mot-là. Donc, des retours à la santé, on va dire, à l'équilibre, qui sont inexplicables. Là, tout à l'heure, je parlais de guérison avec l'addiction et de cette personne qui a arrêté de fumer des joints alors qu'on en était à 10 par jour pendant 15 ans. Et elle n'avait même pas du tout envie que ça s'arrête. Elle vivait comme ça. C'était son mode de vie et c'était OK. Elle n'avait aucun jugement sur la question. Et elle n'est pas venue pour elle, d'ailleurs. Elle est venue pour sa fille qui avait un petit problème aux mains. Bon. Et donc, sauf que ce jour-là, sa fille n'avait pas envie de recevoir le reconnective healing. A priori, elle commençait à se gigoter et ne se laissait pas faire.
Du coup, je lui ai dit gentiment, est-ce que tu veux que je te montre sur ta maman ce que je fais? Et elle m'a dit oui. Elle avait 5 ans. Je me suis dit, ça peut la rassurer de me voir faire. Et puis, en fait, donc j'ai demandé à la maman de s'allonger. Ça a duré 3 minutes, mais maximum, vraiment. Et donc, on a vu des petits signes de mouvements involontaires. La petite fille de 5 ans a vu sa maman qui avait les yeux qui papillonnaient, que tout allait bien, que je faisais rien de bizarre. Enfin, en tout cas, voilà, ça lui semblait assez naturel. En tout cas, la petite fille. Puis je touchais pas sa maman, j'avais les mains juste à côté. Et voilà, donc la maman s'en va, la petite fille veut bien s'allonger, on continue la séance. Mais la séance suivante, où la petite fille devait revenir avec sa maman, la maman, elle est revenue toute seule. D'accord. Et donc, je lui ai demandé, mais pourquoi vous revenez? Elle m'a dit, vous savez, la dernière fois. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Je suis restée 3 minutes, même pas, sur la table. Eh bien, depuis, je n'ai plus touché à un joint. Je n'ai plus eu envie d'allumer le joint derrière. C'est incroyable. Et ça faisait 1 mois et demi. C'était pas 1 semaine, c'était pas 3 jours. Et elle avait plus du tout envie. Elle l'avait pas programmé. Elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué que c'était mon mode de vie et elle était organisée avec ça. Ça veut pas dire que les addictions disparaissent à chaque fois, pas du tout. Hein. Il faut pas avoir d'intention. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est pas ça que ça fait. C'est-à-dire que nous, on ne fait aucune garantie. Ça, c'est très important. On ne fait aucun traitement. Donc, on ne fait aucune garantie, aucun traitement. Et surtout, on ne se substitue pas à la médecine. C'est-à-dire que le traitement des gens reste sous leur entière responsabilité. On ne s'en mêle pas. On va dire qu'on est des très bons compléments. Voilà. Et ça, on le vérifie énormément. Par exemple, quelqu'un qui reçoit des rayons pour un traitement de cancer, c'est un complément merveilleux. Ça coupe le feu, ça permet aux effets secondaires d'être quasiment inexistants. Enfin voilà, c'est un très bon complément en fait. Il se passe des choses qui nous échappent, on ne sait pas quelle logique est utilisée. C'est une logique qui n'est pas humaine et c'est de la beauté en fait. On est avec la source et elle sait ce qui est bon pour les personnes. C'est vraiment une invitation à être dans son intuition, dans son essence. Et c'est à cet endroit qu'on amène les gens, en fait. De toute manière, c'est pas compliqué, cette intelligence de vie, elle va prendre les gens là où ils sont. Et elle va les amener à chaque fois où c'est possible en harmonie pour eux. C'est très respectueux, c'est l'intelligence de vie. On ne peut pas faire plus intelligent, en fait. C'est plus intelligent qu'un psychologue ou quelqu'un de bien intentionné, parce que le bien intentionné, il est quand même orienté. Par rapport à une culture, ça veut dire quoi d'être bien intentionné, d'accord ? Donc, cette intelligence de vie, elle va amener la personne où c'est le mieux pour elle, à ce moment-là. C'est comme aller recevoir un reconnective healing, c'est de se dire à soi-même, hey, j'ai envie d'avancer là, on y va. Voilà. Et donc, je prends un rendez-vous et je fais un reconnective healing. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément j'ai mal au dos, je fais un reconnective healing. Et puis après, si on a envie d'être autonome, ce que je souhaite à tout le monde vraiment, parce que être autonome, ça veut dire pouvoir le faire pour soi-même, pour les autres, et surtout pour les enfants. Et aujourd'hui, et ça, moi, j'ai envie de parler de ça, si tu veux bien. C'est très important pour moi que les enfants ils aient accès à cette dimension, parce que, 1, elle est instantanée, 2, ça les ramène directement dans leur sécurité intérieure. Et c'est tellement à cet endroit qu'on a besoin d'être guéri pour ne pas perdre le contact. Que c'est important de leur donner l'accès. Parce que les enfants, contrairement à nous, adultes, ils apprennent ça en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Bah oui, parce qu'ils sont pas loin ils sont pas loin de là où tout a démarré. Voilà. Et puis en une demi-heure, ils savent le faire à un copain, à 3 ans.
Moi, je l'ai expérimenté dans les maternelles. Et donc ça, tu as évoqué le terme tout à l'heure, les gants de lumière, c'est ça? Les gants de lumière, oui, j'appelle ça. Et moi, j'ai travaillé dans une école maternelle qui était en difficulté, vraiment à cause de la violence. Et ça a tout révolutionné. Hein. Ouais. Ça a tout révolutionné. C'est devenu l'école exemplaire de la ville. Parce que quand on y rentre, c'est tranquille, les gens sont calmes. Les enfants jouent sans être terribles. Oui, il y a un épanouissement. Et puis... Vraiment, qui est réel, qui est palpable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la théorie pédagogique. On est dans du réel. C'est-à-dire que pour de vrai, ça amène de la paix à l'intérieur des enfants. Et même des plus terribles. Et ça, ça vaut de l'or. Enfin, c'est... Absolument. Ouais. Donc ça veut dire que des enfants dans une famille, ça peut leur faire du bien de pratiquer en famille, tout simplement, quand on est parent, quand on est grand-parent, quand on est tonton, tante, quand on est prof. Hein, voilà. Moi, j'ai tellement envie que les gens se forment, ne serait-ce que pour les enfants. Parce que là, les enfants qui arrivent, ils sont hypersensibles, de plus en plus. Et donc, il faut leur donner de la sécurité intérieure pour qu'ils puissent accueillir ce qui se passe, parce qu'on est dans une période délicate de l'évolution de l'humanité, et donc il faut juste leur donner un petit coussinet. La dimension qui est importante pour moi, c'est d'aider les gens à traverser dans le plus de beauté possible, en fait, dans le plus d'amour possible, et parce que c'est ça au démarrage qui m'a été difficile, en fait. Et je pense que mon sentiment, c'est que ma mission de vie, c'est de dire, essayons d'être plus dans l'amour ensemble, l'amour absolu, la beauté. Parce que je crois que c'est ça qui est vraiment important pour moi, quoi. L'espace de prière que je cherchais, c'était pas pour prier, parce que je savais pas même pas ce que ça voulait dire au début, prier. Ce qui m'a porté, c'est d'être dans cet espace de silence. Et l'espace de silence, c'est justement ce champ du point zéro dans lequel on est dans le reconnective healing. Pourquoi ? Parce que c'est un espace de ressources, de paix, en fait. Et il me semble que ma mission de vie, c'est d'aider les êtres à être dans la paix, avec moins de souffrance intérieure et extérieure, mais surtout intérieure, je pense, et par conséquent à gagner en conscience, quoi. Un grand merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez creuser le sujet de la reconnexion ou poser des questions à Caroline, vous pouvez vous rendre sur son site danselavie.org. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, YouTube et Deezer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec la très douce Gaëtane. Gaëtane était docteur en pharmacie et un jour, un événement s'est produit qui l'a fait basculer dans une autre voie. Elle nous raconte sa rencontre avec l'Ayurveda, le grand amour de sa vie. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!